Actuellement, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Général Makosso allume sévèrement Ibrahim Traoré. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Ma première vidéo pour Ibrahim Traoré, j'ai dit, on ne veut pas qu'Ibrahim Traoré soit président parce qu'il ne vient pas d'une ethnie ou de royauté qui doit diriger le Burkina. Si les Burkinabés se laissent faire, c'est leur avenir qui vont prendre le soin d'hypothéquer. Jusqu'à ce que je découvre que Soro Kibafouri Guillaume, Soro Guillaume, oui, arrive au Burkina. Montre-moi une seule vidéo où Ibrahim Traoré parle de la Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Soro Guillaume. Ça n'existe pas. Hein? Non. Depuis l'arrivée de Teni Barani, Ibrahim Traoré est le commandant Yabré, qui a même un mandat d'arrêt international sur sa tête venant du Bénin, nous fait croire que c'est la Côte d'Ivoire qui est l'ennemi. Parce que dans la stratégie de Soro Guillaume, il fallait mobiliser tous les à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et lui, devenant président, il cède le port de San Pedro, qui était le deal entre Gbagbo et l'ancien président Blaise Compaoré. John, je n'ai pas parlé à lui. À tous t'appellent un enfant, pourquoi? Moi, j'appelle pas Isso. Faut monter. Non, je ne parle pas avec lui, je parle avec toi. Isso n'est pas là, je ne parle pas avec quelqu'un. Je ne parle pas avec quelqu'un. Isso n'est pas là, je ne parle pas avec quelqu'un. C'est toi et moi, Colo. Voilà. Colo. Donc, pas de l'enfant. Donc, il n'y a pas renfort. C'est toi et moi. Donc, Ibrahim Traoré est dans un mouvement. Depuis que Soro Guillaume est venu, tu as une fois vu Ibrahim Traoré sur le champ de front? Plus jamais. C'est lui qui disait, je suis pas prendre ma 4x4 pour aller sur le front. Quand je suis à Ouagadougou, je ne suis pas à l'aise. Depuis que, comme il s'appelle, Soro Guillaume est venu. Soro Guillaume est arrivé quand au Burkina? Il peut arriver quand au pouvoir? Non, ça, je ne peux pas te donner les dates exactes, mais je pense que ça fait près de 2 ans et demi que Soro Guillaume est allé le voir. Okay, on peut même te retrouver. Vous avez vu dans les commentaires, on dit en juin déjà, il peut avoir fait un discours avant l'arrivée de Soro Guillaume. C'est faux! On apprend actuellement qu'il existe une crise entre le Niger et le Bénin. Une crise d'où on assiste à pratiquement une rupture diplomatique. Le Bénin a décidé de fermer son ambassade qui est au niveau du Niger. Le Niger aussi, je crois, avait expulsé le premier conseiller de l'ambassade du Bénin au niveau du Niger. Mais quand vous voyez toutes ces situations, il y a quelque chose qui fait un peu rire. Quand vous avez à la tête de votre nation un ignare, un incompétent et quelqu'un qui est bête, qui se fait conseiller par des blogueurs, c'est-à-dire lui le président, mais c'est les blogueurs, les tiktokers, des panafricains tels que Kémy Seba et autres, qui le conseillent et à qui il remet des passeports diplomatiques. Le président du Niger est une catastrophe et est une malédiction pour l'Afrique. Il suffit juste de le regarder dans sa morphologie où tu sens que ce homme, il est quelqu'un de gros, gras et il est bête. Quelqu'un qui n'a même pas été capable de respecter son serment, qui a trahi le président dont il est en charge de sa garde. Un président qui faisait un travail remarquable et remarqué, salué du monde entier. Bazoum, Tiani, ce voyou, ce bandit, ce délinquant, n'a pas eu pitié de kidnapper ce chef d'État et jusqu'à aujourd'hui de le détenir dans une prison. Aujourd'hui, vous avez le problème des salaires des fonctionnaires au niveau du Niger. Le Niger est devenu le premier pays mendiant de l'Afrique. On est obligé de mendier 100 francs même avec les élèves. C'est Tiani qui a envoyé ça. Un voyou, un incompétent notoire. Quelqu'un qui arrive au Mali, je ne savais pas, j'avais pensé que c'était une visite. C'est qu'un général qui se comporte en un caporal. C'est avec ces voyous, ces délinquants, ces bandits, ces ignares, ces incompétents, ces illettrés notoires
quelqu'un, vous l'entendez même faire un discours, il met le à la place. C'est avec ces plaisantés notoires là qu'on va développer l'Afrique. Ces comédiens, ces voleurs patentés. Et un incompétent comme ça, il va vouloir parler même avec le Bénin. Toi, tu as parlé avec Patrice Talon. Toi, Patrice Talon parle. Toi, tu peux parler sur la base de... Sur quoi, mais toi, tu as pu parler à Patrice Talon. Voici un voyou de la sorte qui nous a fait croire que le Bénin détenait des bases militaires françaises qui déstabilisaient selon lui son pays, qui est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique. Ils fomentent avec le Burkina un coup d'État au niveau du Bénin. Ils échouent. La honte dans leurs couilles. Il veut maintenant se jouer les durs. On va chasser tel diplomate et autres. Monsieur Tiani, parce que j'ai permis jusqu'à ma mort, je ne peux pas vous appeler président. Vous êtes la malédiction du Niger. Vous êtes la honte du Niger. Bazoum avait sauvé ce pays. Mais comme vous êtes un traître dans l'âme, vous vous êtes permis de pouvoir vous mettre sous la coupole de l'ancien président, dont le fils voulait faire nommer son ami à la direction de la société du pétrole. Quand Bazoum a refusé, vous l'avez fait un coup d'État. Vous êtes des voleurs. Tout ce qui vous intéresse, c'est être des braqueurs, voler le pétrole, voler, je pouvais le dire, les matières du Niger. Et comme un État voyou, vous croyez que le monde, parce qu'il y a un taux d'analphabète dans votre pays, vous allez tous les manipuler. J'aimerais vous dire, de la manière dont le président vénézuélien a été pris là, ça doit vous interpeller, vous tous. Continuez de vous comporter comme des braqueurs. Ils vont venir vous pêcher un à un. Et de la même manière que le peuple vénézuélien n'a même pas pu sortir, il n'y a pas quelqu'un, mais toi seulement, ils vont régler ton cas. De la manière dont tu t'es joué les durs pour humilier les Américains dans ton pays, tu as cru que tu t'es dur là. Faut t'attendre. Toi seulement, tu vas prendre tes couilles pour fuir le Niger pour abandonner. Toi, tu es un lâche, quand on va savoir que tu es un peureux. Tes bêtises avec lesquelles tu es en train de gérer les Nigériens pour les prendre pour des fous là. Faut te méfier quand il s'agit du Bénin. Ils ne sont pas à votre niveau. C'est un peuple d'abord fier, les Béninois. Ils n'ont pas les mêmes richesses que vous avez. Mais avec leurs intelligences, ils arrivent à développer le pays. Vous dites que vous avez tout le minerai. Mais chaque jour que nous passons, nous voyons la souffrance du peuple du Niger. Parce qu'à la tête de ce pays, on n'a que des voleurs, des braqueurs qui se font passer pour des panafricains. J'aimerais dire au peuple béninois, faites très attention à deux pays voisins que vous avez. Le Burkina Faso, avec à leur tête là-bas Ibrahim Traoré, et son chef de renseignement qu'on appelle Yabré. Voici deux maudits qui étaient prêts à faire couler le sang des Béninois. Et à droite, vous avez le plus bête de tous les présidents africains qui s'appelle Tiani. Bête comme son nom. Ces deux gens-là vont jamais aimer les Béninois. Leur priorité absolue pendant au moins 10 ans, comment faire pour prendre le Bénin et arracher le port. Soyez vigilants. Un maudit restera toujours un maudit. À bon entendeur, salut. Que disent les pays de l'AES concernant la situation qui prévaut en Iran? Voici la question que beaucoup se posent. Est-ce que les pays de l'AES peuvent faire confiance à la Russie et également à la Chine? Parce que l'Iran est un partenaire de la Chine et de la Russie. Frères et sœurs, avant de répondre à cette question, on va d'abord planter le décor. En Iran, en 1941, Pahlavi, qui deviendra le Shah d'Iran, a pris les rênes du pouvoir. En 1953, la révolte a commencé et s'accentuer. Le Shah d'Iran a fui pour l'Angleterre. De l'Angleterre, il revient en Iran, grâce à l'aide de qui? De la CIA, les États-Unis. Il devient un partenaire incontournable des États-Unis. Le président Jimmy Carter, à l'époque président des États-Unis, va se rendre en Iran et va féliciter le Shah d'Iran, qui était devenu un autocrate, un dictateur et un sanguinaire, qui réprimait dans le sang
toute dissidente, toute opposition. Jimmy Carter, le président américain, va me dire que l'Iran est un îlot de paix et de stabilité. Le Shah d'Iran décide de développer son pays, mais tout en muselant le peuple. Et le peuple était tellement oppressé, une police politique qui enlevait les opposants iraniens. Un jour, il y a eu une révolte qui a été matée dans le sang. Près de 130 Iraniens ont perdu la vie. Le Shah d'Iran était devenu un autocrate sanguinaire et qui réprimait toutes les voix dissidentes, et comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la révolution a trouvé une figure, l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini qui s'opposait au Shah d'Iran a été drogué et déposé en Irak. Parce que n'oubliez pas que l'Iran et l'Irak font frontière. Et pendant ce temps, les États-Unis soutenaient le Shah d'Iran, qui était le roi. Voilà. Parce que la famille du Shah d'Iran a dirigé pendant près de 2500 ans l'Iran. C'est important. L'Empire perse. Et donc, on va continuer. Frères et sœurs, l'Ayatollah Khomeini est drogué et jeté en Irak par le régime du Shah d'Iran. Et malgré ça, la révolution continue toujours. Le pays était en ébullition. La contestation montait et le Shah d'Iran n'arrivait pas à contrôler la situation. La pression était très forte. Le Shah d'Iran a demandé à ce que l'on puisse éloigner de l'Iran l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini, c'était en 1964. Il a quitté l'Irak et il a trouvé refuge où? En France. La France a donné refuge à l'Ayatollah Khomeini. Des policiers français et des gendarmes français surveillaient même H24 la résidence de l'Ayatollah Khomeini. Depuis le territoire français, il continuait toujours la résistance, la révolte contre le régime du Shah d'Iran. Frères et sœurs, il enregistrait des audios, des messages sur des cassettes à l'époque pour faire parvenir à son peuple et pour leur demander d'amplifier la contestation et de chasser les Shahs d'Iran du pouvoir. Il a même envoyé des messages à l'armée iranienne pour pas qu'elle puisse suivre, obéir aux ordres uniques du Shah d'Iran qui est en train d'oppresser le peuple iranien. Le Shah d'Iran, acculé, parce que abandonné par les États-Unis, parce que unilatéralement, il a augmenté le prix du pétrole. Les États-Unis ont trouvé que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur partenaire, le Shah d'Iran, qu'ils soutenaient urbi et orbi, ne pas dire aveuglement. Le Shah d'Iran était obligé de fuir l'Iran pour se réfugier en Égypte. L'Égypte qui a ouvert ses portes au Shah d'Iran. À l'époque, c'était le président Sadat, qui fut assassiné plus tard. Le président Sadat a accueilli le Shah d'Iran. Le président Jimmy Carter a dit que le Shah d'Iran a choisi volontairement de se réfugier, d'aller en Égypte où il doit subir une opération chirurgicale, alors que c'était un exil doré. Alors, en janvier 1979, précisément, c'est là que le Shah d'Iran a rejoint l'Égypte. Pendant ce temps, dans un avion Air France, un Boeing 747, l'Ayatollah Khomeini, qui était réfugié en France, rentre en grande pompe devant tous les médias internationaux et accueilli par des millions d'Iraniens à l'aéroport de Téhéran. Il avait promis la démocratie, et moderniser l'Iran. Mais les choses n'ont pas tourné comme les Occidentaux le voulaient. Et plus tard, l'Ayatollah Khomeini s'est retourné contre qui? Contre les Occidentaux. Ce qui n'a pas du tout plu aux Occidentaux. Ils ont activé maintenant son voisin irakien qui était dirigé à l'époque de l'Irak par Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, sous des prétextes fallacieux de conflits de territoires, Saddam Hussein décide de rentrer en guerre contre l'Iran. Et cette guerre était soutenue par la communauté, les Occidentaux, qui voulaient balayer le régime iranien qui a trahi ses promesses. Saddam Hussein ne va pas atteindre son objectif. Et vous savez comment Saddam Hussein a fini plus tard. Il a été pendu après l'intervention des États-Unis sous George Bush en Irak. Les ayatollahs ont décidé de se braquer contre ceux-là même qui les ont aidés hier. Donc, l'histoire que je vous explique là actuellement, sur l'avènement du Shah d'Iran en 1941 au pouvoir, sans oublier
les ayatollahs en 1979, vous allez voir qu'il y a une similitude. Au début, le régime du Shah d'Iran était soutenu par la communauté internationale, par les États-Unis. Également, vous avez vu comment les ayatollahs sont rentrés en grande pompe. L'ayatollah Khomeini est rentré en grande pompe en Téhéran. Après avoir dit ça, aujourd'hui, les pays de l'AES, pour répondre à la question, vous avez vu que c'est une guerre d'intérêt. Ils font des régimes et puis les défont. Et donc, dès l'instant, les intérêts sont mis à mal, ils vont trouver des prétextes fallacieux pour intervenir. On a vu l'intervention qui a eu lieu en Irak. Colin Powell, depuis le Conseil de sécurité de l'ONU, a présenté un flacon. Et dans ce flacon, c'était un flacon comme ça, un flacon de ce type-là. Il a présenté un flacon et il a dit que ce flacon contenait de l'anthrax, de l'uranium enrichi. Et que l'Irak veut se doter de l'arme atomique. Alors que c'était faux. La France, à l'époque de Jacques Chirac, a refusé de suivre, c'était en 2003, a refusé de suivre les États-Unis de George Bush afin de ne pas soutenir cette intervention contre l'Irak. Mais rien n'y fit. Les États-Unis sont intervenus. Il n'y a eu aucune arme de destruction massive n'a été trouvée en Irak. Saddam Hussein a été arrêté, il a été pendu. Saddam Hussein ne faisait plus leur affaire. On a vu le cas avec la Libye. Frères et sœurs, les pays de l'AES, pour répondre à la question que certains se posent, n'ont pas demandé à ce que l'Iran vienne les soutenir, vienne les protéger. Les pays de l'AES n'ont pas demandé également que la Russie vienne les protéger ou vienne faire leur guerre à leur place. Les pays de l'AES n'ont pas demandé que la Chine vienne faire leur guerre à leur place. Personne de ces pays que je viens de citer ne viendra faire la guerre pour les Burkinabés, pour les Nigériens ou pour les Maliens. Cette question même n'a pas lieu d'être posée. Oui, parce que j'entends parler certains individus que est-ce qu'on peut faire confiance à la Russie, à la Chine, et parce que aujourd'hui les partenaires, l'Iran est attaqué et ils sont taiseux. Et le Venezuela a été attaqué, ils sont taiseux. Frères et sœurs, ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une affaire d'intérêt. Et les intérêts qui se jouent, ce qui se joue aujourd'hui, c'est les intérêts des États-Unis. Vous avez vu, Donald Trump a été très clair. Ils sont intervenus au Venezuela pour le pétrole. Il a été très clair. Ils ont accusé Maduro d'être le chef d'un gang de narcotrafiquants. Mais plus tard, le nom même de ce gang-là, c'était un nom inventé. Alors, les pays de l'AES, pour être concret, n'ont pas demandé d'avoir un protecteur. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé le respect strict de leur souveraineté. Ils ont dit qu'il faut un rapport gagnant-gagnant, des relations gagnant-gagnant. Donc, ils n'ont pas quitté un maître pour un autre maître. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Russie. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Chine. Ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Parce que la charité bien donnée commence par soi-même. Donc, la réponse à la question posée, c'est que les pays de l'AES ne sont pas en quête à la recherche d'un père protecteur. Non. Eux-mêmes, ils sont déjà grands, ils sont déjà libres, ils sont déjà souverains pour se protéger. À bon entendeur, salut.